D'un côté, des associations en manque de bras ou de compétences, de l'autre, des jeunes et des moins jeunes en quête d'utilité. France Bénévolat les met en relation et pas seulement, c'est le sujet de notre émission. Bienvenue dans l'air de rien. Bonjour Émilie Piveteau. Bonjour. Vous allez nous parler cette semaine dans l'émission d'un événement qui a lieu le 29 mars. Exactement, à La Roche-sur-Yon, autour de l'éducation. Très bien, beaucoup de choses à dire. Delphine Blanchard, bonjour. Bonjour. On termine l'émission avec en musique, avec le dernier album de Thomas Fersen qui s'appelle Un coup de queue de vache. Et que vous aimez beaucoup, oui. Très bien. Patrick Momnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité cette semaine dans l'air de rien. Vous êtes président depuis 3 ans de l'association France Bénévolat. Oui, c'est ça. Qui existe au niveau national et qui est représentée donc en Vendée. J'allais dire par vous-même. Du moins, il y a une association France Bénévolat en Vendée depuis plusieurs années. Tout à fait. Bien. Tout à fait. Alors, votre parcours, votre entrée à France Bénévolat peut un peu illustrer la mission de France Bénévolat. Racontez-nous un petit peu. Donc, vous êtes arrivé à La Roche-sur-Yon pour votre retraite ? Oui, effectivement. À la retraite, donc. Le classique. On vient passer sa retraite quelque part. En l'occurrence, ayant beaucoup voyagé dans le courant de ma vie professionnelle, je n'avais pas de lieu particulier. Pourquoi pas la place Napoléon avec une envie, c'est de faire de l'alphabétisation au moment de ma retraite. Mais je ne connaissais pas du tout le tissu associatif lyonnais. Et donc, tout naturellement, je me suis adressé à France Bénévolat, qui m'a d'ailleurs trouvé une association qui me convenait. Et puis, on s'est lié de sympathie avec les gens de France Bénévolat, puis de fil en aiguille. Ils se sont dit, c'est quelqu'un de bien, on va le garder. J'imagine. Voilà. Donc ça, c'est le principe de France Bénévolat. C'est ça, tout à fait. Oui. Donc, d'un côté, des associations qui peuvent se dire, on manque de compétences pour tel sujet, et de l'autre, des gens qui disent, comme vous, j'ai envie de me sentir... C'est ça, souvent, la motivation des gens aussi, se sentir utile. C'est ça. C'est les gens, quand ils viennent nous voir, c'est se dire j'ai envie de faire quelque chose. Peut-être, je ne sais pas trop bien quoi. J'ai du temps, mais je ne veux pas me tromper dans mon bénévolat. Je ne veux pas me tromper. Ce qu'on voit, c'est des gens qui sont conscients que le temps qu'ils veulent donner, c'est précieux. Donc, il ne faut pas se tromper. D'accord. Ça veut dire la peur aussi que l'investissement soit chronophage ou... Alors ça peut être ça. Ouais. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire j'ai effectivement une demi-journée par semaine à consacrer ou une journée par mois. Enfin, peu importe le temps qu'on a. Mais je voudrais l'utiliser comme il faut et pas plus. Ou peut-être plus, on ne sait pas. Mais voilà, c'est ça. Et donc, ce qu'on voit arriver, ce sont des gens qui peuvent avoir des envies très précises, qui peuvent avoir, comme c'était mon cas, avoir envie de faire de l'alphabétisation, ou de dire je ne sais pas trop quoi faire. Et alors, nous, en fonction de leurs demandes, on les interroge. Alors ça se passe, il y a un entretien, c'est ça ? Je vous appelle. Tout à fait. Donc, sur les permanences ou en prenant rendez-vous. Et donc, vous allez m'aider un peu à construire mon idée C'est exactement ça. On convient d'un rendez-vous, vous venez nous voir à nos permanences. Et là, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, on va vous poser des questions. Le but, c'est de bien vous connaître. Le but, c'est de savoir quelles sont vos compétences, quelles sont les choses que vous n'avez absolument pas envie de faire. Le temps, on vient d'en parler. Et puis, en fonction de tout ça, on va cerner votre profil et on va vous proposer 2, 3 associations. À l'issue du rendez-vous, je repars avec... Voilà, c'est pas une thérapie de long terme comment on fait. Non, c'est quelque chose qui va se passer. Et la personne qui me reçoit à France Bénévolat, entre-temps, n'appelle pas l'association en disant « je vous envoie quelqu'un » ou non, ça pas forcément. Après, c'est la personne qui rentre en contact. Voilà, après, ils sont libres, ils ont leur ou leur au pluriel adresse d'association. Et puis, ils prennent contact avec l'association à leur rythme. Émilie, vous connaissiez France Bénévolat, vous qui travaillez beaucoup avec le milieu associatif. Oui, surtout pour lire et faire lire, voilà, parce qu'on Absolument, travaille beaucoup. Il y a des bénévoles lire et faire lire, pas mal, qui sont venus à lire et faire lire. Parce qu'effectivement, France Bénévolat, c'est une association d'associations. Et notamment, lire et faire lire fait
fait partie de nos adhérents de long terme. Ah ben justement, on a parlé des personnes comme moi qui viendraient vous voir, et puis de l'autre côté, il y a des associations, elles aussi, qui peuvent être en demande. Absolument. Donc ces associations, d'abord, elles adhèrent à France Bénévolat ? Oui, ouais. oui, effectivement. Alors comment ça se passe, elles ? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher ? Alors ce qu'elles viennent chercher, c'est déjà un partage des valeurs autour du bénévolat. Parce qu'au-delà de ce qu'on vient d'évoquer, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un. France Bénévolat, c'est quand même... Il y a d'autres... Notre ambition à France Bénévolat, c'est de développer l'engagement bénévole associatif pour une citoyenneté active. Oui, il y a du sens. Il y a du sens derrière ça. Et donc, ce qu'on demande aux associations, c'est de partager ces valeurs. C'est la moindre des choses. Et effectivement, un des services, mais ce n'est pas le seul, mais un des services qu'on va rendre aux associations, c'est en fonction... Alors là aussi, ça demande d'avoir une bonne connaissance de l'association. Il faut qu'on sache exactement quel est leur projet associatif. Il faut qu'on connaisse leurs besoins en termes de mission. Du coup, il faut aller relativement dans le détail. Et une fois qu'on a bien cerné l'association, qu'on a réussi à cadrer, à clarifier les missions dont ils ont besoin, alors on peut leur pointer le ou les bénévoles qui correspondent. Mais ça peut être pour des choses très ponctuelles, type j'organise un festival, alors la personne peut faire le parking, ça peut être ça ? Alors, ça peut être ça, mais je dois avouer qu'on n'est pas très bon. Parce que ce n'est pas tellement comme ça qu'on fonctionne, on est plutôt, nous, orientés vers les bénévoles de longue durée. C'est-à-dire, dans le cas précis, puisqu'on est en train de parler de Lire et Faire Lire, on va leur faire une grande publicité, là. Puisqu'on est en train de parler de Lire et Faire Lire, effectivement, on va rechercher des gens qui s'engagent dans la durée à accompagner et à faire la lecture à des jeunes enfants. Enfin, vous en parleriez mieux que moi, mais voilà. Généralement, quand il y a un engagement. Un engagement, voilà, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, on est assez vigilant quand on reçoit les bénévoles. On pointe aussi le niveau d'engagement attendu par l'association. Certaines associations ont besoin d'une grande rigueur dans la présence de leurs bénévoles. Parce que si le bénévole, une fois qu'il s'est engagé, s'il n'est plus là, ça peut poser un problème. Ouais, d'accord. Alors j'imagine que c'est tout un jeu de cette compatibilité entre identifier quelqu'un qui peut avoir une demande, mais vous pouvez peut-être cerner que sa personnalité ne correspondrait pas vraiment, ou même ses sensibilités pas vraiment à une association. Absolument, il faut aussi qu'on ait une vision claire de la sensibilité de la personne. Telles associations sont peut-être plus marquées, ou politiquement, ou religieusement, ou, tout en étant association loi 1901, mais plus connotées. Et on peut très facilement sentir qu'une personne ne va pas se sentir à l'aise dans ce milieu-là. Très bien. Le but, quand on fait du bénévolat, un des principes, c'est de se faire plaisir. Donc il faut si on ne se fait pas plaisir en faisant du bénévolat, il faut arrêter, quoi. On va y revenir parce qu'en préparant l'émission, on va y revenir. Vous m'avez fait une réflexion en disant qu'il y a des gens aussi qui peuvent être déçus du bénévolat. Oui, absolument, on pourra y revenir, oui, tout à fait. On va y revenir. Parenthèse avec Émilie, qui nous parlait d'un événement qui a lieu le 29 mars à La Roche-sur-Yon sur l'éducation. Alors, Émilie, donc, je l'ai déjà dit, 29 mars à La Roche-sur-Yon, mais de quoi s'agit-il ? Alors, c'est un événement, c'est la 3e édition, parce que cet événement autour de l'éducation a lieu tous les 2 ans, des thématiques qui sont différentes, bien sûr, à chaque fois. Et c'est un événement qui regroupe 3 mouvements quand même importants d'éducation populaire, à savoir donc la Ligue de l'enseignement, les Francas et les PEP. Pupilles de l'enseignement public. Merci. Voilà. Donc là, cette année, les équipes se sont organisées. Ce sera donc le 29 mars en soirée, de 18h à 21h, à l'ESP, qui est en fait l'ancien UFM qui se trouve maintenant à la Courtésière. Voilà. Très bien, c'est universitaire. Exactement.
Ils se sont retrouvés en fait tous ces 3 mouvements parce qu'ils partagent la même vision aussi de l'éducation. Quand on parle de l'éducation, là c'est pas forcément l'éducation, c'est pas l'éducation à l'école en tout cas, c'est pas l'éducation qu'on a à la maison non plus, c'est plutôt tout ce qui va se faire en dehors. Les temps que les enfants vont avoir, qui soient gérés par les municipalités, hors temps scolaire, voilà. Et pour traiter des questions en fait, comment faire pour que ces enfants-là aient accès à des actions, à des animations qui soient de qualité, quelle place ils peuvent prendre dans ces temps-là, vraiment au local, créer quelque chose au local autour de ces enfants, et puis de façon départementale, tout est un petit peu abordé et lié là-dedans. Faut savoir, donc du coup, les 3 mouvements partagent des grandes idées qui sont par exemple que l'action éducative, il faut que ça transmette et fasse vivre les valeurs de la République. C'est aussi pour ça qu'on se retrouve, qui permettent à l'individu de se développer avec et par les autres, faire ensemble, voilà. Et on aborde aussi l'intergénérationnel, l'interculturel, enfin tout ça. Et le 3e point, c'est qu'une action éducative permet aux enfants de comprendre, voilà, de se situer, d'agir avec les autres, pour lui, pour les autres, voilà. Alors ça s'adresse à qui? Il faut faire partie d'un des mouvements ou... Non, pas du tout. On va s'adresser vraiment au grand public. Alors aussi bien les professionnels de l'animation ou les élus municipaux, même des parents d'ailleurs, ils sont les bienvenus. On aura, notre but en fait c'est de sensibiliser un maximum d'acteurs de terrain, permettre une réflexion collective aussi. Et justement d'avoir toutes ces visions-là, c'est important pour enrichir le débat et les actions au local. Et puis savoir ce qui se passe dans telle commune, reprendre des choses et puis faire avancer ce qui se passe, c'est intéressant. Donc il y a un invité, enfin un intervenant pour animer... Il y aura une conférence, voilà, qui sera animée par Hélène Grimbel, qui est en fait notre secrétaire générale adjointe à la Ligue de l'enseignement national en charge des questions éducatives, dont le propos sera le suivant, je vous le lis parce que je ne le connais pas par cœur. Projet éducatif, tension entre valeurs et actions pour une démarche sur tous les territoires au bénéfice de tous les enfants. Ah bah c'est volontaire, hein, c'est ambitieux. C'est ça. On va dire que c'est pour introduire, et puis ensuite il y aura des ateliers. Et ça c'est très important pour nous, et là les personnes qui seront présentes vont pouvoir s'inscrire aux ateliers qu'ils préfèrent. Je parlais des parents, il y a notamment un atelier qui s'appelle « L'égalité d'accès des parents dans les institutions éducatives ». Voilà. Il y aura aussi quelle posture professionnelle pour une bienveillance au quotidien, et puis enfin quel levier pour permettre l'adhésion et la participation des jeunes à un projet collectif, puisqu'on sait que les jeunes, ils vont peut-être se retrouver au club de jeunes du coin, mais comment est-ce qu'on peut les faire en sorte qu'ils construisent ensemble, qu'ils s'engagent dans des choses pour la commune, pour autre chose, peu importe, mais il y a des leviers, il y a des dispositifs, et c'est une façon d'en parler. Alors si on est intéressé, en fait, il n'y a pas d'inscription, on se présente? Alors, il y a une petite inscription, il suffit d'aller sur le site de la fédération, il y a une inscription en ligne, tout est expliqué, voilà. D'accord, et on renvoie sur le site internet du magazine Racine où on reproduit cette émission, on remettra les coordonnées si les gens sont un peu perdus avec les moteurs de recherche. Super. Bien, merci. On revient avec vous, Patrick Momnet, sur France Bénévolat pour resituer un peu, même si on connaît deux noms, resituer un peu quelle est votre mission. Alors, avant la chronique d'Émilie, on disait que certaines personnes ont pu être désorientées du bénévolat ou fragilisées parce qu'il y a eu des bénévolats qui ont parfois été mal vécus. Qui ont été mal vécus, ça arrive effectivement, des gens qui se retrouvent dans une association qui ne leur convient pas ou une association qui accueille mal ces bénévoles. Oui, ça existe aussi. Malheureusement, on n'est pas parfait. Donc vous l'intérêt de bien soigner vos entretiens préalables. Voilà, absolument. Bien soigner les entretiens préalables, préparer les personnes, mais aussi accompagner les associations, aller les voir, et puis si on a décelé un petit manque, les aider à valoriser leurs bénévoles. Ça fait partie. C'est pas que de la mise en relation, il y a aussi un accompagnement. Bien sûr. On a aussi dans nos missions l'accompagnement des associations à valoriser leurs bénévoles. Un bénévole déçu, un bénévole qui se fait pas plaisir dans son association, en général, est un bénévole perdu pour le bénévolat. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, j'ai déjà donné, ça s'est mal passé, fini pour moi le bénévolat. Donc du coup, non seulement l'association a perdu, mais les autres associations ont aussi perdu. Donc on a intérêt à les soigner, ces bénévoles, c'est précieux, quoi. Alors, on imagine que vous accueillez pas mal de seniors.
qui ont envie de donner, donc, on disait tout à l'heure, du sang, du TT, mais aussi donc, des jeunes. Alors moi je me disais, mais les jeunes doivent avoir une pléthore de propositions, d'envie. Pourquoi est-ce qu'ils font appel à France Bénévolat Alors, c'est vrai que les jeunes ont des sollicitations dans le monde sportif, dans le monde culturel. Il peut y avoir des choses, les étudiants, des associations d'étudiants, etc. Mais néanmoins, on a assez souvent des jeunes qui viennent nous voir en nous disant... J'ai en tête un exemple d'une jeune étudiante là, qui est en début d'année scolaire, là, qui est venue nous voir parce qu'elle avait envie... de faire des maraudes pour le SAMU social. Oui. Enfin, Alors, parce que de veille en ville le soir, qui se passe le soir, la nuit, et parce qu'elle, dans la journée, elle est occupée, enfin, oui, elle a ses cours, etc. Donc elle n'est pas disponible dans la journée. Par contre, elle avait envie de faire quelque chose. Mais bon, ne connaissant pas La Roche-sur-Yon, elle est venue nous voir et on l'a orientée vers l'association qui va bien. Et on a quelques cas comme ça. J'avoue quand même que ce sont quand même des personnes d'un certain âge qui viennent nous voir, malgré tout. Alors, est-ce que le bénévolat est en crise? On dit souvent les gens sont très individualistes, ils n'ont plus envie de s'engager, je ne sais pas ce qu'on met trop derrière. Ouais. Est-ce que vous, avec l'expérience que vous avez du milieu associatif et au sein de France Bénévolat, vous trouvez qu'il y a un peu de vrai dans ce genre de réflexion? Alors, si on regarde les chiffres, et c'est une des missions de France Bénévolat de mener des enquêtes sur le monde associatif, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Et en France, on estime qu'il y a 20 millions, pas tout à fait 20 millions et demi, 20 millions 4 bénévoles, dont 13 200 000 en association. 13 200 000, si on rapporte ça à la population de plus de 15 ans, c'est un Français sur 4 quand même. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un Français sur 4 qui donne de son temps dans le milieu associatif. D'accord. Et c'est un chiffre qui, comme on mène cette enquête depuis déjà un certain temps, sur une dizaine d'années, c'est 16 ou 17% d'augmentation. Ça progresse énormément. Donc quelque part, on peut dire que le bénévolat n'est pas en crise. Des bénévoles, il y en a, des gens prêts à donner de leur temps, il y en a. Là où on ressent une forme de crise dans les associations, c'est sur la prise de responsabilité des personnes. C'est-à-dire que, et c'est toute la difficulté, et je pense que c'est tout l'enjeu des associations, c'est de faire en sorte qu'on fasse grandir, qu'on forme, qu'on donne envie aux bénévoles non seulement de rester dans l'association, ça c'est une première chose, mais aussi de prendre progressivement des responsabilités. C'est aussi une des responsabilités des associations de faire en sorte que les responsabilités à prendre ne soient pas insurmontables. Donc les partager? Les partager, voilà. Et c'est pas facile du tout. Mais c'est ça l'enjeu. J'entends Delphine qui acquiesce, très investie en vie associative, Delphine. Mais oui, tout à fait, notamment dans l'éducation populaire. Et je me dis qu'il va y avoir un regain parce que aussi, alors moi, la culture notamment parce que je connais ce domaine, et comme c'est moins d'1% du budget de l'État, il y a aussi une envie collective de se dire c'est par le bénévolat et c'est par nos actions collectives qu'on va faire bouger les choses. Ouais. Donc j'imagine, ça me semble logique, ce 16 à 17% qui évolue parce que les politiques, le budget, l'économie du pays, ça ne suit pas forcément. Donc on se prend par la main et on fait des choses. Oui, il y a encore cette envie. Oui, tout à fait. Il y a cette envie. Et puis alors, ce qu'il faut peut-être aussi souligner, c'est que un des gros avantages du monde associatif, c'est cette possibilité d'innovation. Il n'y a pas d'autre milieu en France où on peut se permettre des innovations. On va inventer des nouvelles structures, les scopes, c'est venu de là, toutes ces choses un peu alternatives, on essaye. Alors des fois ça rate, tant pis, on essaye autre chose. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais il y a plein de choses qui marchent bien, qui sont venues du monde associatif. Créativité collective. Créativité collective, absolument. Ouais. Alors vous lancez, ça n'existait plus depuis un petit moment, un forum d'associations, un carrefour des associations pays lyonnais. Ouais, ça fait partie des choses qu'on essaye de faire bouger dans le tissu associatif. Et on ose, parce qu'effectivement, comme vous le dites, ça faisait un certain temps, on ose se lancer dans... donc ça va être au mois de juin, le 11 juin, on va lancer le carrefour des associations et du bénévolat. D'accord, ça aura lieu au Bourg-sous-la-Roche, je crois. C'est au Bourg-sous-la-Roche.
Alors, c'est un peu un forum des associations, mais c'est plus que ça. C'est aussi... c'est pas que des stands. C'est pas que des stands. Ce qu'on souhaite, c'est que les associations se rencontrent, travaillent en réseau, une émulation. que les bénévoles se rencontrent et créent de la convivialité. Enfin, voilà, on voudrait que ce soit un moment à la fois festif et à la fois efficace pour les associations. Ouais, il faut que la vie associative rime avec bonne humeur. C'est le but. Indispensable. Indispensable. Très bien, vous nous avez convaincus. Et puis on fera qu'on réannonce donc le 11 juin, vous nous avez dit. Le 11 juin, oui. D'accord, donc mais ouvert à tous. Voilà, enfin, le public, lui, pourra venir. Pour le public, voilà, c'est ouvert à tout le public. Oui. Très bien, merci Patrick Monet de France Bénévolat. Merci à vous. Terminer cette émission en musique avec un des petits chouchous, parce que là on a plusieurs quand même, Delphine, qui s'appelle Thomas Fersen. C'est un de mes chouchous, effectivement, dont je suis la carrière. Et là, c'est son 10e album studio, Thomas Fersen, qui vient de sortir Un coup de queue de vache. Donc Thomas Fersen, souvent on dit, c'est un fantaisiste, c'est un conteur, mais c'est surtout, en fait, un auteur. Chaque chanson, c'est une petite nouvelle, finalement. Il y a une vraie histoire. Les mots qui chantent pas mal. Oui. Vous connaissez, M. Monet? Oui. Ah oui, je suis un peu de cette génération-là. Ah, vous êtes de la même génération, faut comprendre. Eh ben, la culture rassemble. Donc ce sont des histoires du quotidien, et notamment, parce que souvent on se dit, c'est un fantaisiste, c'est plein de poésie, mais il invente. Et finalement, non, il prend vraiment ce qui lui est arrivé dans la vie quotidienne. Et sauf qu'avec ses mots à lui et avec son talent, qu'on n'a malheureusement pas tous, il en fait quelque chose d'extraordinaire. Là, par exemple, son coup de queue de vache, c'est très ancré dans la ruralité. Il parle d'un paysan qui vit des choses au quotidien, donc il y a beaucoup de nature. C'est l'environnement très rural. C'est, la pochette, déjà, c'est une vache volante. La pochette de Mondino, là encore, on voit bien d'un côté la vache... et puis de l'autre côté, cette hyper... zone industrielle. Oui, voilà, l'industrie versus l'agriculture. Il est accompagné d'un quatuor à cordes sur toutes les chansons, qui fait que ce côté très, très paysan, très rural, il est aussi porté par des envolées lyriques, avec ses cordes qui sont assez flamboyantes. On va écouter tout à l'heure la chanson 4, qui s'appelle la Pachanga, parce que je trouve, c'est ma préférée, mais au-delà de ça, ça montre bien ce qu'est cet album. C'est-à-dire, vous allez voir, c'est très dansant, c'est très rythmé, parce qu'en fait, la Pachanga, c'est quoi? C'est une danse cubaine, c'est une variante en fait du cha-cha-cha. Ah, d'accord. Donc il prend ça pour parler de quelque chose, mais alors qui est à l'opposé, donc là, il fait un alliage détonnant. Il parle d'un paysan qui a le dos en marmelade et les reins en compote et qui a trouvé une solution, il va avoir une rebouteuse. Donc la chanson raconte ce paysan qui va avoir cette rebouteuse. Il attend un peu fébrile dans la salle d'attente en disant qu'est-ce qu'elle va me faire. Il n'a pas forcément l'habitude. C'est une ostéopathe mais un peu à la sauce Fersen. Une grosse dame opulente arrive et voilà. Et il va dire ah non mais elle va me mettre le dos en miettes. Je suis mal, très très mal. Elle l'a fait rentrer dans son cabinet. Et là tout à coup il se dit mince, j'ai mis le caleçon qu'on m'a offert à mon anniversaire, celui avec les cocotiers. Erreur majeure. Je vais avoir l'air ridicule. Et tout à coup, ça y est, donc quelque chose très concret qu'on a pu vivre, sauf le caleçon au cocotier, il ne faut pas exagérer non plus. Et il danse la pachanga avec sa rebouteuse. Il s'en va dans un délire, sauf qu'un délire, plutôt que de nous parler de rhumatisme et de la manipulation, il commence à danser et craque et les os se remettent en place. Et craque, c'est rythmé, il y a le craque qui revient dans tout le refrain. Donc on va écouter cette chanson qui s'appelle La Pachanga et vous avez vraiment l'univers de ce coup de queue de vache de Thomas Fersen aux éditions Bucéphale. On va écouter ça. Ciel incendié, vierge de nuages, et la femme géante m'a serré dans ses bras, et nous avons dansé la bachata et crac, le merengue et crac, la pachanga et crac, la guacha et crac. Ça craque pas mal. Ça craque pas mal et c'est ça avec Thomas Fersen. Il faut vraiment lire les paroles parce que voilà, c'est cette histoire de rebouteuse comme ça à la première écoute on l'a pas et puis tout à coup. C'est toujours très joyeux, même des sujets des fois. Oui. Là il y a une reprise. Enfin c'est toujours très joyeux, ça dépend. Là il y a une reprise. Non mais dans le ton c'est toujours. C'est vrai. La musicalité. C'est vrai. C'est toujours très musical. Là il reprend une chanson de Fred Fortin qui est un artiste
canadien. Il fait très peu ça, Thomas Fersen, de faire des reprises, qui s'appelle Testament, qui est aussi une très très belle chanson sur la nature, la campagne. Donc c'est vraiment un bel hommage à la ruralité et au monde Combien de paysan. chansons sur cet album ? 11 chansons aux éditions Bucéphale, donc c'est sa maison d'édition, parce qu'il s'est fait un peu virer de son label. Voilà, c'est ça aussi, même quand on s'appelle Thomas Fersen, c'est dur. Ah, Et, oui. Et ça coûte Et je peux pas vous dire combien ça coûte justement, parce qu'en ce moment, avec les plateformes de téléchargement et les CD... D'accord, donc c'est facile à trouver. Ouais, c'est ça, il faut aller... les disquaires on en trouve de moins en moins, c'est vraiment... Le monde musical est très compliqué, donc... Il n'est pas facile. Mais écoutons... Mais Thomas Fersen nous donne confiance et le envie. 8 avril, il est à Bressuire, si vous voulez aller le voir. Et mon petit doigt me dit qu'il va être dans quelques festivals cet été, mais... Ah, il vient souvent en Vendée, c'est vrai. J'ai l'impression je qu'il peux pas aime encore bien vous dire où. la Vendée. Bien. Très bien, on va revoir ça. On termine l'émission avec la une du magazine La Racine du mois de mars, avec une belle jeune femme qui s'appelle qu'on appelle nous Miss Chloé, mais elle s'appelle Chloé Moffus. Elle était Miss Vendée en 2016. Elle nous raconte un petit peu les coulisses de son élection. Et puis votre dossier sur apprendre à vivre seul, puisque c'est pas toujours facile justement. Et la vie associative peut justement aider un peu à redresser la barre. Absolument. Merci Patrick Mauvenet d'être venu nous parler de France Bénévolat. Merci à vous. On se retrouvera bientôt pour un autre sujet. Merci Émilie, on se retrouve pas la semaine prochaine, un peu plus tard, une prochaine chronique. Et Delphine peut-être avec un autre livre, certainement un autre coup de cœur. Bonne semaine.